Et le silence se fait. Merci. On va essayer de commencer à peu près à l'heure pour terminer à peu près à l'heure. Merci à tous d'être venus. S'il y en a certains qui sont debout, qui veulent s'installer, vous pouvez. Sûr ? Tu vas rester là tout le temps, debout. Tu vas te fatiguer. Eh bien, bienvenue à tous, ceux qui sont venus de l'extérieur et ceux qui sont déjà ici. Je suis ravi d'accueillir Julien et JB. Bonjour. Je peux te dire JB ? Tu dois m'appeler JB. Je dois t'appeler JB. La seule personne qui m'appelle Jean-Baptiste, c'est ma femme et ma mère quand elles sont vénères. Ok. Donc, appelle-moi JB. Ok, très bien Jean-Baptiste. Et dans le mail, c'était marqué JBK même, tu vois. Oui, parce que chez VP, il y a un grand chef qui s'appelle JB. Ah ouais, ok, très bien. C'est la distinction. Donc, ravi de vous accueillir tous les deux. Vous n'êtes pas complètement des étrangers, donc, parce que en fait, VP est installé ici depuis le début. Le Palace, ce lieu s'est ouvert il y a presque 3 ans, donc janvier 2020. Et VP, je regarde Jérôme, mais vous étiez là depuis le début, à quelque chose près, quelques semaines près. Donc content de vous avoir en tant que résident, content de vous avoir ici depuis le début. Vous avez fait grandir l'équipe ici et on est ravis que vous soyez encore avec nous. Et en plus, la météo ne va pas... Voilà, pour les Parisiens qui caricaturent parfois l'Ouest. Non, mais c'est conforme aux attentes. Bienvenue chez nous. Ok, on va essayer de faire un format... quelque part, je suis peut-être le moins tech de la salle. Donc moi, je vais avoir un rôle de maître de cérémonie, d'animateur. J'ai quelques questions quand même en réserve pour démarrer un peu, pour lancer. Très vite, l'idée, c'est quand même de pouvoir vous donner la parole. Donc on va distribuer le micro ou au moins la parole assez rapidement. L'enjeu pour vous, c'était quand même de poser un peu les fondations du talk. Il y avait un sujet, moi, qui m'avait un peu percuté, et en tout cas que vous aviez mis sur la table dès le début, c'est un choix assez fort, ou en tout cas assez structurant pour vous, d'infrastructure, et en fait, si je simplifie, du passage d'une infrastructure en cloud public à une infrastructure en cloud privé. Alors, pour être précis, on a été très peu en cloud public, en fait. Donc okay. Depuis le début, VP, c'est né avec la DSL, en fait. Donc, on a fait partie des pionniers du web et le cloud, ça n'existait juste pas à cette époque-là. Donc, de toute façon, la question ne se posait même pas, à vrai dire. Donc, depuis le début, on a nos propres data centers et on gère notre infrastructure en propre. C'est plutôt plus tard où la question s'est posée de l'intérêt d'aller sur du cloud public. Et on l'a fait. On l'a fait sur certains projets parce qu'il y a un moment donné... on n'avait plus un rythme de delivery qui était suffisamment important et pour pouvoir libérer de l'énergie dans les différentes équipes et pas les bloquer parce qu'on n'était pas capable de livrer de l'infra suffisamment rapidement, on a retiré cette soupape on a mis cette soupape de sécurité qui était le cloud public où si jamais l'infra n'était pas prête de notre côté, les équipes pouvaient délivrer dans le cloud public. Et c'est poser la question plus tard de se dire, est-ce qu'on veut continuer et insister et grandir dans le cloud public ou est-ce qu'on veut améliorer notre capacité à gérer de l'infrastructure en propre? Et finalement, on a été dans le deuxième choix, essentiellement pour des raisons économiques. Les deux critères qui étaient en balance, c'était l'expérience développeur, c'est-à-dire être capable en fait, de fournir des outils aux développeurs pour qu'ils aient la vélocité la plus importante possible, versus les coûts. Pour nous, le coût, c'est un no-brainer. Évidemment, ça nous coûte moins cher d'opérer notre infra qu'à d'aller sur du cloud public. Ce qui est vrai pour notre taille ne l'est pas sur une start-up. Une start-up, je vais leur conseiller d'aller sur du cloud public. À notre échelle, ça fait pas directement de sens en fait. Donc ça s'est fait comme ça en fait. C'est plutôt, on a fait un passage dans le cloud public. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on accélérait. Il y a plein de gens dans l'entreprise qui étaient pour accélérer là-dessus, hein, parce que ce soit les SRE, que ce soit les développeurs, il y a beaucoup de gens en fait qui étaient pro cloud public. Et en fait, on a fait le choix en fait d'essayer de se dire, ok, il faut qu'en termes d'expérience pour nos équipes, on fournisse quelque chose
pas qu'il soit identique au cloud public, parce qu'on n'a pas cette prétention d'être capable de suivre les investissements R&D d'Amazon ou de Google, mais il faut qu'on leur fournisse une bonne expérience, mais à l'inverse, qu'on arrive à maîtriser nos coûts. Et aujourd'hui, c'est le compromis dans lequel on est, en fait. En tout cas, tu t'es lancé et tu viens de détruire tout mon fil d'interview, mais je suis ravi. Je sais pas, tu me posais la question. Non, je t'embête. On peut y revenir, à la limite, peut-être que tu prendras le relais, toi, sur un peu plus détaillé là, les choix d'infra pour poser un peu, encore une fois, les bons fondamentaux. Juste, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter, Julien JB, Julien dans ton rôle de CTO, de VP. Peut-être aussi un peu de redonner un peu ce qui est redonner le contexte de VP dans un peu macro, et puis revenir sur toi, JB, ensuite dans un second temps, peut-être, si ça vous va. Comme ça, je reprends le fil de mon interview. Faisons comme ça, je reprends le fil. Ok, donc moi je suis Julien Mongeard, je suis le CTO de VP. Donc, pour Technology Officer, donc je suis en charge de tous les sujets liés à la technologie en fait chez VP. Je dirige une organisation qui s'appelle VP Tech, qui a été une construction marketing qu'on a fait au sein de VP pour créer un environnement un peu spécial pour la tech. C'est une marque qu'on a créée essentiellement pour des questions d'acquisition de talent et de rétention de talent. Aujourd'hui, chez VPTech, on a environ 800 personnes. On a été beaucoup plus. Au gros des différentes acquisitions qu'on a fait, on est monté jusqu'à 1200. Et ça fait partie de notre vie d'être capable de scaler quand c'est nécessaire, de downscaler quand c'est nécessaire. En ce moment, c'est un sujet que beaucoup de grosses entreprises américaines sont en train de découvrir. Et petite parenthèse, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux anticiper pas mal, parce que sinon ça se passe pas très bien comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et donc voilà, donc je suis en charge de cette organisation-là. On a des métiers qui sont extrêmement variés. Alors juste en 2 mots, qu'est-ce que ça fait VP ? VP, historiquement, ça vend les produits des marques qu'elles n'ont pas vendus des collections passées. C'est-à-dire, on va aller chercher tous les invendus en fait, des différentes marques. On a commencé sur le marché français, maintenant on est dans une douzaine de pays, on va jusqu'au Brésil. Et ces invendus, on les vend avec une forte décote. On essaye d'aller à 60% de décote. Et le principe est assez simple, c'est on a une offre qui est hyper attractive. Les gens, on a donc beaucoup d'utilisateurs, de membres en fait, qui viennent acheter chez VP parce qu'on a une décote qui est hyper attractive. Pour les marques, on a une promesse qui est assez simple, on n'indexe pas ces ventes-là sur Google. Donc on essaye de limiter au plus possible les dommages liés à leur promesse de marque. Et on est capable, avec des ventes qui sont ouvertes pendant 3-4 jours, de vendre comme ça tous les stocks de leur collection passée. En fait. Et VP, ça commence comme ça. C'est vraiment l'idée, c'est plutôt que de stocker indéfiniment des produits dans des entrepôts parce que les marques n'arrivent pas à les vendre ou de les détruire, ce qui se faisait quand même couramment encore il y a 15 ans, même peut-être il y a 10 ans. Encore une fois, il y a eu un scandale récent avec un de nos gros concurrents qui a, je pense, vacciné un peu tout le monde de détruire les produits. Voilà, donc en fait le job de VP, c'est de prendre ces produits et de leur donner une vie en créant une forte décote et en protégeant l'image des marques. Vu qu'on n'est pas indexé sur Google, aujourd'hui notre trafic il est quasi à 100% naturel. On défendait un tout petit peu la marque sur Google, même ça on a arrêté. Donc aujourd'hui on est vraiment une plateforme à part entière sur laquelle les gens viennent acheter des produits. Et après, en grandissant, on a développé d'autres secteurs, on vend du voyage, on est en train d'ouvrir une marketplace qu'on appelle Brands Place. Pareil, encore une fois, on est très très orienté marque. Donc l'idée c'est de fournir un environnement où les marques peuvent ouvrir des boutiques, mais elles maîtrisent leur environnement concurrentiel, pas comme sur d'autres marketplaces sur lesquelles elles se retrouvent en concurrence avec leurs distributeurs. Et on a comme ça une tonne de services en fait qu'on développe en parallèle pour essayer de fournir la meilleure expérience possible à nos membres. Donc voilà, donc VP c'est ça, et
sur ce genre d'enjeu, évidemment, le sujet technologie est très important. Pour moi, VP, si vous me demandez, c'est l'alliance d'un savoir-faire commercial, d'un sens de l'esthétique, de l'art qui est très, très important chez nous, et de la technologie, en fait. Et c'est ces trois composantes-là qu'on retrouve souvent chez beaucoup de gros acteurs. La capacité à vendre, la capacité à avoir un sens de l'esthétique et la capacité à faire de la technologie. Et donc moi, je m'occupe particulièrement de la partie technologie, sur une équipe, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, qui représente à peu près 800 personnes. Et dans mon rôle, grosso modo, je suis surtout en charge de faire que cette organisation fonctionne. Quand on a cette taille, se pose inévitablement un problème assez compliqué à résoudre, qui est le problème de la transversalité et du matriciel. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre organisation, pour le dire en 2 mots, on donne énormément d'autonomie aux équipes. Donc on essaye d'avoir des équipes, on a des petites équipes qui ont en charge un périmètre fonctionnel. Donc ce pas des features team, elles ont vraiment, pour le coup, un périmètre fonctionnel qui leur est propre. Et sur ce périmètre fonctionnel, on essaye de leur donner beaucoup d'autonomie, mais on doit contrebalancer ça avec avoir un ensemble cohérent qui fonctionne. Et donc mon rôle, c'est de gérer en permanence cet équilibre entre avoir des équipes qui localement ont beaucoup d'autonomie et les moyens pour accomplir leur travail, mais d'être sûr que l'ensemble fonctionne de manière cohérente et qu'on arrive d'un point de vue organisationnel à couvrir tous les problèmes de transversalité qui se jouent derrière. Après, évidemment, je m'intéresse quand même au sujet purement technique, mais dans mon équipe, j'ai quand même des gens qui sont très capés, dont Jean-Baptiste fait partie, évidemment, qui s'occupent vraiment, pour le coup, eux, de quelle technologie tu utilises, quelle technologie tu n'utilises pas, et ainsi de suite. Sur ce genre de sujet, j'y passe très honnêtement beaucoup moins de temps. Il t'a appelé Jean-Baptiste. J'ai noté. Il doit être énervé. Et Julien, ça fait combien de temps que tu bosses chez VP? Ça fait 7 ans. Et tu faisais quoi avant? Trop bien. T'as vu? J'ai dit, je sais rien. Donc je faisais quoi avant? J'étais CTO d'un groupe qui s'appelait Rentability Web, qui faisait du marketing, du paiement et des télécoms. Et il se trouve que à un moment donné, j'étais membre de l'Exco, que les sujets, il y a un certain nombre de sujets business dont j'avais un peu de mal à saisir la substantifique moelle, notamment la finance. Donc j'ai fait un MBA. Il se trouve que pendant cet MBA, il y a eu une place qui s'est libérée. Le CEO de la partie télécom est parti. Et c'était une filiale qui perdait quand même beaucoup d'argent. Et j'ai accepté le challenge d'être CTO du groupe plus CEO de la partie télécom. Ce qui fait que j'ai une teinte business très forte. Parce qu'à ce moment-là, j'ai géré une équipe qui comportait des commerciaux, des comptables, enfin, à peu près tous les métiers de l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui a intéressé Jacques-Antoine dans mon recrutement, c'est cette alliance entre une bonne base technique, j'ai fait Epitech, Epita, enfin, voilà, et effectivement une bonne appétence pour le business. On le fait souvent, enfin, on en avait parlé la dernière fois avec les équipes de Decathlon, mais on dit toujours que quelque part les ingénieurs ont le potentiel du patron. Ce CTO qui devient CEO, c'est quelque part... peut-être moins en France, mais très, très populaire aux États-Unis, par exemple, quoi. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens régulièrement qui me demandent qu'est-ce qu'une boîte tech. Une boîte tech, c'est une boîte qui est essentiellement gérée par des gens qui ont une démarche ingénieur. Je ne vais pas dire qu'ils sont des ingénieurs, parce qu'en France, ça a une connotation particulière. Ça veut dire des écoles qui ont été certifiées, et ainsi de suite. Ce n'est pas mon point. Mon point, c'est une entreprise tech, c'est des personnes qui, côté business, donc c'est-à-dire chez nous, ça va être des gens qui gèrent de la logistique, qui gèrent des digital factories, qui shootent des millions de photos par an, et ainsi de suite. D'avoir ces personnes côté business qui ont la double compétence d'être à la fois expertes dans leur domaine business et d'avoir la compétence technique. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très rare en France. Parce qu'en France, on a un héritage industriel fort où on construisait des entreprises qui bougeaient très très peu, très lentement, parce que la qualité numéro 1 qu'on cherchait, c'était la résilience, que tout le monde soit interchangeable et qu'on soit capable de produire en masse. L'ère industrielle, c'est ça, hein, c'est produire en masse. Aujourd'hui, on change de paradigme, en fait, et ça a été longtemps infusé dans la Silicon Valley pendant 70-80 ans, donc ils ont une certaine expérience sur le truc. On a un paradigme où, au contraire, il faut changer fréquemment et rapidement. Et aujourd'hui, en fait, on a une espèce de dichotomie comme ça, surtout en France, on le voit aussi dans d'autres pays européens, où on a d'un côté, en fait, une société qui est pas prête à ça, parce qu'aujourd'hui, elle est organisée pour que chacun soit à sa place, connaisse son rôle.
Or, mon point, c'est de dire une boîte tech, justement, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens qui ont plusieurs compétences. On a besoin des gens qui ont intrinsèquement la compétence technique et intrinsèquement les connaissances business qui vont avec. Pourquoi ? Parce que si vous comprenez rien à la technique, ou si vous n'avez pas de démarche ingénieur, vous n'allez jamais être capable de produire, de construire des processus business qui font du sens, en fait. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un élément fondamental. Et il y a beaucoup de gens qui ont des startups ici. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est n'embauchez pas un directeur commercial si cette personne-là vous dit la tech, c'est pas mon truc. Vraiment. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que vous allez y perdre, en fait, au bout du bout. Vous devez vous entourer de personnes qui ont une bonne appétence pour la technique, qui ont une bonne appétence pour comprendre, avoir une analyse. En fait, le truc numéro 1, c'est analyse dichotomique des choses, en fait. C'est-à-dire, j'ai un problème compliqué, je suis capable de l'éclater en plein de petits problèmes simples et j'adresse ces problèmes séparément. Et en fait, je m'intéresse jusqu'au détail du détail de comment je vais régler ce problème. Les gens qui généralement disent « je ne suis pas intéressé par la technique », en fait, ça va plus loin que ça. Généralement, ils ne s'intéressent pas aux détails de la résolution des problèmes. Et en fait, ça les rend vraiment extrêmement difficiles dans un environnement où on scale, où on va grossir, en fait. Ok. Hyper intéressant. JB, ça va ? Ça va. Bon. Quand j'ai annoncé que tu venais, on m'a fait quelques clins d'œil. Parce qu'on m'a dit « Ah, c'est le gars de VLC, trop bien ». Petite légende du web, en fait. Ouais, effectivement, ça fait 15 ans que je gère le projet qui s'appelle VLC. En fait, de fait que je gère le projet qui s'appelle Vidéolan, dont VLC est une partie. Il y a aussi beaucoup de choses sur d'autres outils comme X264, David et plein de bibliothèques vidéo que vous utilisez tous les jours, même si vous ne le savez pas. Donc j'ai toujours été très actif dans la communauté open source sur tout ce qui est vidéo. Moi, je fais de la vidéo, j'ai toujours fait que de la vidéo jusqu'à ce que j'arrive chez VP. Voilà, et beaucoup d'autres projets open source comme FFmpeg. J'ai monté plusieurs petites startups. Moi, je suis pas un très bon businessman, donc c'est toujours des petites startups qui finissent avec une vingtaine de personnes, qui sont en général bootstrappées, mais qui scalent pas trop. Reste qu'il y a la fibre entrepreneuriale, quoi. Ouais, j'en ai monté une j'ai co-aidé à la création d'une boîte l'année dernière. Et peut-être l'année prochaine. Mais j'ai plus un rôle d'advisor tech, en fait, que vraiment dans ces startups. Et justement, quelque part, avec un profil entrepreneurial, tu rejoins, Julien, une grosse machine, quoi, quelque part. Qu'est-ce qui t'a fait faire ce move un peu Bon, faut pas que Julien écoute, mais donc il y a 2 ans, en fait, j'étais CTO de Shadow. J'ai essayé c'est une boîte qui avait une bonne idée, mais l'exécution était catastrophique, avec des gens passionnés et des gens hyper bons dans la tech, mais un management toxique, voire qui était des escrocs, hein, on peut le dire. Ça balance. En même temps, c'est pas nouveau. Hein. Et donc, je relance toute la machine tech, notamment en faisant exploser tous les silos, parce que justement, il y avait plein de petits chefs. Donc, le premier travail, c'était de dégager tous les silos, notamment parce que les gens de l'infra parlaient pas aux gens du déploiement, qui parlaient pas aux gens du soft. Hein, tu vois, c'est vraiment un truc catastrophique. Et puis, ils m'ont dit, t'inquiète pas, occupe-toi que de la tech, nous, on s'occupe de la levée de fonds. Et puis, évidemment, ils ont fait une levée de fonds débile. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès de planter la levée de fonds? Je te laisserai juge tout seul. Mais résultat, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien et on va au tribunal de commerce. Et le truc était très bizarre parce qu'en fait, tout était fait pour que personne ne puisse poser d'offres, à part Octave Klaba, qui était déjà un ami de pas mal des gens de la direction. Et moi, ça me saoulait un petit peu parce que c'était vraiment brader le truc. Et puis surtout, en fait, le rachat au tribunal de commerce, c'est quelque chose que pas grand monde sait, mais c'est un système à 2 tours. C'est vraiment comme le poker. En fait, tu es obligé de mettre le premier jeton, tu es obligé de miser, en fait, pour rentrer dans la danse. Tu peux pas rentrer entre le premier et le deuxième tour. Et donc, à un moment, c'était en plus en moitié Covid et tout ça, je pose la question à mon avocate en disant ça coûte quoi de poser une offre? Parce que franchement, c'est quoi mon risque? Il me dit ton risque, il est frais d'avocat. Bon, allez hop,
Donc là, je lance une offre avec 3 personnes, puis on se revient 6. Et puis finalement, je me retrouve en fait en face de Scaleway et Iliad, OVH, groupe 10 milliards, et un groupe suisse de 10 milliards. Et puis il y avait JB avec, j'ai fait une offre à 39 000 euros, parce que c'est ce que j'avais sur un des comptes d'une boîte, quoi. Donc vraiment, le truc se passe comme ça. Et eux comprenaient pas grand-chose, et moi j'avais un vrai plan tech. Bon. Et donc là, en fait, en 3 semaines, on a dû lever 35 millions. Et on a vu, j'ai jamais fait autant de meetings de ma vie. Et dans ces 3 semaines, on a vu plein de BA, de business angels, y compris Jag, Jacques-Antoine Granjon. Et au cours de ces meetings, j'ai rencontré plein de gens. Et j'ai rencontré que 2 personnes intelligentes. Il y avait Julien. Et il y avait Martin d'un fonds de capital risque qui s'appelle Longar Capital. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup de génies et pas beaucoup de gens très bons, mais qu'en temps, il y a des gens très bons, et Julien en fait partie. Et donc, quand Julien a dit... donc, je me suis planté pour Shadow. On a mis 4 millions sur la table, ils en ont mis 5. Parce qu'en fait, au deuxième tour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné mon offre avec celle de Xavier. Grand moment, alors lui, effectivement, où j'ai fait mon MBA en 3 heures, où nous, on est arrivé avec notre proposition. Je suis arrivé chez Xavier Niel, grâce à Julien. Hein. Julien a dit à Jag qu'il fallait quand même aller jeter un œil. Jag a appelé Xavier, parce qu'ils se connaissent globalement assez bien. Et donc Xavier a dit, bon, ok, c'est JB, ok. Donc je suis arrivé, j'ai expliqué mon plan, et je me suis fait écraser sur la partie business, où il nous a expliqué pourquoi ça pouvait pas marcher mathématiquement. Et le meeting qui devait durer 45 minutes a duré 5 heures. Et plus ou moins, il y a eu des gens de la finance qui sont arrivés. Et puis il a appelé les gens de Scaleway, enfin, voilà le meeting. Mais c'est pour ça que je dis que je me suis fait un MBA en 5 heures. Je crois que je me suis jamais autant pris une claque business de ma vie. Mais c'était génial. Bref, donc on fusionne nos offres avec celle de Iliad, qui était portée par Scaleway. Grosso modo, on mettait leur argent et notre idée, à peu près, on peut résumer. Mais ça suffisait pas, parce que à la fin, Xavier décide, l'avocate de Xavier décide de mettre 4 millions. Et OVH a mis 5, enfin Octave Klaba a mis 5, et donc comme l'administrateur judiciaire récupère 30% du prix de la vente, bien sûr. Voilà, donc voilà. Donc tu te retrouves là. Donc je me retrouve là en me demandant, une petite claque, en me disant quand même je vais dormir. Donc j'ai dormi 3 semaines, et puis après il y a Julien qui me dit écoute, j'ai besoin de gens plus techniques pour venir résoudre des problèmes vraiment techniques chez VP. Et donc, voilà, donc officiellement, je suis VP of Engineering, et je me retrouve à faire un peu à donner une vision technique, où on va, quels sont les outils qu'on déploie, comment on va déployer VP Cloud, quels sont les services, et puis un peu le pompier sur plein de sujets, des équipes qui sont je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Tu es arrivé depuis quand, rappelle-nous? Août 2021. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, ouais. Ok, ça va, t'es content? Si je dis non, je me fais taper. Non, en vrai, ouais, c'est super cool. Et en fait, si j'étais pas content, je serais pas là. Et pour revenir un peu là au sujet fil rouge, ce choix structurant, là, les grands choix d'architecture que vous avez menés là, comment toi tu les... c'est quoi ton analyse, ou en tout cas ta vision de ce que vous êtes en train de mener? Il y a 2 choses qui m'ont choqué chez VP quand je suis arrivé. La première, c'est que les gens étaient quand même globalement beaucoup plus bienveillants et sympas que dans pas mal de boîtes tech que j'ai vues. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai fait de l'audit technique de plein de startups et de plein de boîtes un peu plus larges. C'est comme ça que j'ai gagné la plupart parce que c'est pas avec VLC que je faisais beaucoup d'argent. Donc ça, c'était un vrai choc, quoi. T'arrives avec des gens où vraiment c'était très bienveillant, et c'est pas de l'hypocrisie, quoi. Ça, déjà, ça m'a choqué. Surtout après me taper 1 an de Shadow, je te raconte pas la claque. Et le deuxième, c'est que en fait la techno est quand même hyper élevée. C'est-à-dire que Julien, il est un peu trop modeste en disant que le cloud de VP, c'est pas un cloud comme un cloud public. Franchement, il y a quand même tous les fondamentaux. Donc, je vais parler un petit peu technique sur VP Cloud. VP Cloud, c'est donc maintenant 3 data centers, et c'est des vrais data centers. Donc il y en a 2 en France, un en Hollande. Qui sont redondés en fibre, avec des boucles différentes, où on a vérifié que ça passait même pas au même endroit, à aucun endroit, pour que si on coupe une fibre, ça coupe pas l'autre, etc. Et dessus, il y a évidemment des hyperviseurs. Donc il y a la plateforme historique qui est sur VMware, parce il y avait quand même pas mal de trucs sous Windows, et la plateforme moderne, c'est du KVM. Mais dessus,
sur la plateforme la plus moderne, c'est du cube. Donc en fait, c'est des plans, et c'est pas juste un plan cube. Il y a un plan cube pour le développement, le staging, la prod. Il y a un plan cube pour dans chacun des data centers. Et puis VPTech, c'est coupé en gros blocs qu'on appelle des domaines de 200 personnes à peu près. C'est pas exact, mais ça suffit. Et chacun a son plan cube. Et c'est des plans cubes qu'on sait déployer. Enfin, je vais pas dire qu'on fait du cube as a service, mais on sait déployer un plan cube en quelques minutes, quoi, à coup d'Ansible. Et au-dessus de ça, on a du compute, qui sont des conteneurs, donc sur du cube. Les gens, ils déploient avec GitLab en CI, et puis ça push dans Argo CD, et une surcouche avec Argo CD. On a plein d'opérateurs cubes, qui sont capables de faire du monitoring, qui sont capables de faire plein d'autres choses, de l'API management, etc. Et tout ça, en fait, c'est vraiment automatique. Donc là, notamment un projet qu'on a lancé il y a à peu près en début de l'année qui s'appelle Starfish, qui est une autre façon de déployer, qui est cette façon, en fait, tu te rends compte, tu rajoutes 3 lignes de CI, tu as ton linter, ton analyse statique, ton déploiement. Quand ça fait ton déploiement, ça déploie dans les 3 data centers, ça fait ta PKI, ça fait tes certificats, ça fait ton load balancer, ça fait ton GSLB. Tu arrives quand même, en 10 minutes, tu déploies ton site web. Donc ça, c'est vraiment pour toute la partie compute. Et puis pour tout ce qui est partie un peu muse de données ou base de données. Donc des Kafka, il y a beaucoup de Kafka chez VP, pas mal de Rabbit. Et puis en base de données, il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est déployé avec, donc il y a des SRE, un groupe SRE transverse, des DevOps, quoi. Alors, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais bon, je rentre pas dans ce débat-là. Il y a des règles en fait communes à tout le monde, avec les bons paramètres. Résultat, en fait, tu arrives, tu codes, tu demandes à ton SRE de t'aider pour la conf de la DB, ton message bus, tu as ton Redis, et après tu déploies très très vite. Et tous les services sont faits. Tu as un KMS, donc un Vault as a service, tu as ton GSLB, ton load balancer, ta PKI elle est gérée, tes certificats ils sont gérés, automatiquement on t'enregistre sur le monitoring, automatiquement on t'enregistre sur le système de backup, tu as des métriques, tu as tout le Grafana, etc. Donc c'est vraiment quelque chose où, franchement, tu arrives, t'as un niveau. Alors oui, c'est sûr, on n'a pas des trucs hyper haut niveau comme ce que tu vas trouver chez Amazon, c'est-à-dire, ou chez GCP, qui sont vraiment des trucs très élevés, des API très élevés. Mais de toute façon, moi, c'est des trucs que j'aime pas, parce qu'en fait, c'est tous les trucs que te vendent Google et Amazon pour que tu sois pieds et poings liés chez eux. Alors que là, aujourd'hui, imaginons que pour une raison X ou Y, imaginons que les 2 data centers soient détruits en même temps. Bon, pas probable, mais imaginons. Si on veut passer sur un cloud public, on fait du cube, on a déjà tout, on peut quasiment tout déployer, toutes nos backups sont stockés off-site. En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui pourrait repartir sur un cloud public. Donc, ce deuxième point, en fait, il est important, c'est que, en tout cas, techniquement, je m'attendais pas à ça quand je suis arrivé chez VP, et je connais pas beaucoup même parmi les licornes françaises, de gens qui ont cette maturité de déploiement sur... Tu vois, c'est du on-premise plus, quoi. Et toi, dans ton rôle, tu l'as un peu défini, mais sur ces grands chantiers d'architecture, qu'est-ce que tu viens apporter ? Qu'est-ce que tu as... Je sais pas Qu'est-ce trop. Qu'est-ce que tu as ajouté ? Parce que tu dis qu'il y a un socle et des fonds. Franchement, c'est débile. Hein. Non, en fait, il faut comprendre que chez VP, et c'est l'autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu as quand même beaucoup de chantiers différents. Tu fais de la compta, de la valorisation de stock, tu fais des entrepôts, tu fais de la logistique, tu fais un site web qui a quand même un sacré trafic, tu fais quand même des applis Android, iOS, etc. Tu as quand même beaucoup de métiers. Et en fait, tu as 3 domaines, dedans tu as une douzaine de tribes, et ensuite tu as 80 produits. En fait, les gens, ils sont quand même sur plein de pays, parce qu'en fait, c'est la fusion de vente privée, vente exclusive, Privalia, et puis quelques autres. Et donc, ce qui a été fait principalement, ce qui s'est appelé le projet Convergence, qui a duré très longtemps, c'était de réussir à fusionner tous ces SI, ce qui a été fait correctement. Mais après, maintenant, il faut un peu unifier les pratiques. Par exemple, on parle de déploiement. Jusqu'à il y a quelques mois, il y avait du Rancher, du Docker Swarm, du Nomad, plusieurs types de cubes qui n'étaient pas configurés de la même façon. Et là, on a dit, écoutez, maintenant, on va miser sur cube. Le déploiement, il va être fait avec ça, parce qu'il y avait 14 méthodes de déploiement.
Voilà, ça, c'est un exemple. Le deuxième sujet, c'est de dire, en fait, il y a encore plein de trucs qui sont pas trop orientés API, qui sont un peu trop, on tape sur des grosses bases de données. Comment on va faire pour un peu les découpler? Voilà. Donc il y a vraiment des gros chantiers et il y a des chantiers techno où t'entends, faut arbitrer. Et voilà. On dit souvent que plus t'es VP, plus t'es C-level, moins ton job est tech, plus il est humain, presque à de l'accompagnement au changement, de la transformation, etc. C'est votre point de vue, ça aussi, sur... C'est vrai, en fait. C'est-à-dire que plus on est nombreux, plus tu es obligé d'embaucher des gens, en fait, comme l'a dit Jean-Baptiste, on a 80 produits, donc tu es obligé d'avoir 80 équipes à qui tu fais super confiance sur la partie technique, tu prends des gens qui ont les bons skills et ainsi de suite. Après, encore une fois, c'est comment tu fais le chef d'orchestre, en fait, sur tout ça et sur plein d'aspects. Évidemment, Jean-Baptiste, il doit la faire sur la technique, mais avec lui, il a un certain nombre d'architectes qui font ça aussi au quotidien dans leur zone et ainsi de suite. Donc, la question, au final, elle revient à comment tu t'arrives à faire émerger des guidelines communes entre tous ces architectes. Et là, tu en reviens à de la gestion d'humain, en fait. C'est-à-dire, tu en reviens à aligner des points de vue, peser le pour et le contre. Et donc, plus tu as de personnes comme ça, plus ton job, plus notre job, c'est de gérer des humains, en fait, avec des problématiques on a besoin, on a 80 positions d'ouvert, comment est-ce qu'on fait pour fulfill ces 80 positions, comment est-ce qu'on fait quand tu as de la rotation dans les équipes pour gérer cette rotation, et donc les sujets macro qu'on adresse, évidemment, ils sont de moins en moins techniques, mais par contre, il y a, encore une fois, ça demande beaucoup de démarches d'ingénieurs. Moi, je considère que notre organisation, il y a vraiment une ingénierie organisationnelle pour arriver à faire que en fait, tout fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui. Il y a un rôle de garant de la vision tech aussi, j'imagine, porté au sens... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une bonne balance entre, encore une fois, de l'autonomie localement et d'être sûr que tu n'as pas 80 systèmes d'information au bout du bout, que tu finis par en avoir un. Donc, il faut donner de la liberté, mais un cadre quand même pour que ça parte pas dans tous les sens. Et c'est le travail de Jean-Baptiste sur la partie technique. C'est bon travail sur d'autres sujets, en fait. Il y a certaines technos qui ont été utilisées. En fait, tu te rends compte que c'était peut-être une erreur dans le passé, quoi. On n'arrive pas à recruter, c'est trop obscur, c'est vraiment trop différent du reste. C'est embêtant parce que quand il y a un sujet aussi de mobilité interne, tu vois. Tu as bossé pendant 2 ans sur un sujet de logistique et de routage des paquets qui partent dans les trucs Colissimo. Si jamais tu veux partir pour être plutôt dans du front-end, pour avoir d'autres questions sur le site web, si en fait tu te rends compte que tu fonctionnes pas de la même façon, tu fais pas le reporting de la même façon, tu n'as aucune techno commune et qu'il faut tout réapprendre, tu dis franchement c'est pas possible. Donc il y a aussi un peu un sujet qui est pas pure tech là-dessus. Ouais. Méthodo, organisationnel, etc. J'avais promis qu'on redonnerait la parole à vous. Est-ce que vous avez des questions un peu précises au regard de ce que vous avez entendu? Ils ont peur. Ouais, carrément. Vas-y. Je reformule juste pour le son, mais tu me dis, tu me corriges. Donc, normalisation de la tech, toi, tu pars d'une équipe de 20. Et déjà, j'imagine que parfois, c'est des questions à 20, même à 2, parfois. Comment ça scale, quoi, ce truc-là? Comment on passe sur une orga à 800, quoi? Alors, juste, peut-être, je vais laisser Jean-Baptiste répondre. J'ai juste peut-être fait une petite intro, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, n'essayez surtout pas de faire comme nous, en fait. C'est-à-dire que moi j'ai vu différentes tailles de boîtes et les problèmes qu'on adresse aujourd'hui et qu'on adressait il y a 2 ans chez VP, c'est pas les mêmes. Et il n'y a pas de recette magique, en fait. C'est-à-dire que si il y avait un schéma organisationnel qui fonctionne partout,
il serait documenté et tout le monde le suivrait en fait. En fait, le problème, c'est que les schémas organisationnels, ils dépendent beaucoup des humains qui sont derrière. Et en fait, ça, il n'y a pas de règle en fait. C'est-à-dire que vous composez une équipe avec une somme d'individus, et cette somme d'individus, elle est par définition instable, et donc en permanence, vous devez adapter en fait vos pratiques, vos manières de faire, votre culture, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai essayé. Enfin, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à faire CTO, je cherchais plein de trucs sur Internet sur comment tu es censé organiser des équipes et ainsi de suite. Et en vrai, je me suis rendu compte que ça marche pas en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas s'inspirer. Enfin, tu peux t'inspirer, regarder un peu ce que les autres font, mais il faut vraiment réfléchir à ce que ça fait, si ça a du sens à ta taille. Typiquement, je vois une tonne de gens essayer d'imiter ce que Spotify fait. En vrai, il faut être vraiment gros pour faire ce que fait Spotify, en fait. Avant, c'est une erreur. Et on ne parle même pas de Google, Amazon, Co, en fait. Ils ont encore des problèmes que, évidemment, nous, on n'a pas, en fait. Donc ça c'est vraiment un truc qui est important. Maintenant, sur la partie technique... En fait, il y a des batailles qui sont faciles à gagner et d'autres qui ne le sont pas. Donc, changer de langage de ton back-end, c'est un truc, les gens, en fait, ils ont passé beaucoup de temps, c'est assez difficile de les faire bouger. Par contre, passer de MySQL à Postgre, tu vois, les gens vont grogner un petit peu, mais c'est beaucoup plus facile. Parce que finalement, tu vois, t'es dans le même ordre d'idée, quoi. Bon, après, les gens qui utilisent encore MySQL aujourd'hui, bon, faut les pendre. Mais... Je crois qu'il y a un truc entre associés là. Non, mais en vrai... Mais en vrai, moi j'aime bien MySQL. Ouais, mais moi non. Mais il m'a pas pendu, donc ça va. Aujourd'hui, enfin tu vois les questions de base de données, notamment pour pas mal de tailles, tu te dis que tu prends Redis, Postgre, et puis si tu es au-dessus, tu mets un élastique parce que tu as besoin de faire du search, et que tu as besoin, si tu es au-dessus, tu as besoin de faire soit un Cassandra et un ClickHouse, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir un Event Store, à part si tu es dans des cas hyper rares, ni un Couchbase, ni un RocksDB. C'est des cas... Et franchement, il faut vraiment être dans des cas très, très rares. Et les gens, en fait, partent beaucoup trop souvent dans des trucs trop compliqués, notamment dans les bases de données. Je te parle des messages de bus, les batailles entre RabbitMQ, ZeroMQ, Kafka, Pulsar, etc. En vrai, ça, normalement, ça ne devrait pas vraiment être des sujets parce que ça fait globalement la même chose. Et après, il y a aussi un autre truc aussi qu'il faut que tu prennes en compte, c'est-à-dire que les choix techniques que tu fais, ils ne doivent pas être essentiellement dépendants de la technique. Il y a aussi tout un sujet de la situation de ta boîte. Tu vois. Typiquement, nous, à un moment donné, on a diversifié énormément nos technos et on a diversifié énormément les aires géographiques dans lesquelles on est présent, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une organisation qui est très distribuée. Il y a 85% de nos équipes qui ont au moins un membre de l'équipe qui travaille dans une autre ville. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait des problèmes de recrutement importants. On recrute environ 250 personnes par an, en fait. Et en fait, avec cette problématique de recrutement, on a dû adapter nos choix de technologie parce qu'on ne pouvait pas dépendre d'une seule technologie et de ce bassin-là, d'un bassin d'emploi dans une technologie, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à diversifier. Maintenant qu'on commence en termes de marque, à être suffisamment important, on a tendance à resserrer nos choix parce que évidemment ça facilite la réattribution des personnes au sein de notre organisation, parce que quand tu as des technos qui sont trop différentes, c'est parfois difficile, même si je considère qu'un bon développeur, c'est pas quelqu'un qui développe bien dans une technologie, c'est quelqu'un qui développe bien dans plusieurs technologies, mais il se trouve que la nature humaine est faite que quand ta passion à un instant T c'est le C# ou le Python, tu as envie de faire à ce moment-là du C# ou du Python. Et si on n'a pas une offre de service en interne qui te permet de t'épanouir sur ton truc du moment, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que nous, à notre échelle, on a beaucoup de technos en fait qui sont représentés. Par contre, à 20 personnes, probablement que le pragmatisme, c'est de se dire on va sur une techno qu'on maîtrise bien, même si c'est pas la meilleure, et qu'il y en a probablement des meilleures, parce que notre problème à ce moment-là, c'est pas la techno, c'est d'aller chercher des clients, d'arriver à break-even, et on aura tout le temps du monde pour restructurer. De toute façon, un SI, tu le réécris normalement, régulièrement, si tu scales. Et si tu scales pas et que tu as envie juste d'avoir
une boîte à taille humaine, ce qui est un truc que je vous recommande. Hein. Avoir des grosses organisations, ça ne doit pas être une fin en soi, c'est extrêmement pénible à gérer. Je veux dire, une boîte, pour moi, ma boîte idéale, ce serait 60 personnes, tu vois, où tout le monde se connaît et ainsi de suite. À notre taille, sincèrement, j'aurais du mal à dire dans la pièce qui est de VP, qui n'est pas de VP, en fait. Et ça, c'est un problème, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi prendre des choix techno, pas en fonction de la hype, pas en fonction de ça, mais aussi en fonction de qu'est-ce que tu veux faire pour ta boîte et quelle direction tu veux prendre en fait. Et par exemple, pour répondre sur les back-ends chez VP, tu as une grosse stack .NET, tu as une grosse stack Java qui est pas vraiment la même, tu as une grosse stack Node, et tu as pas mal d'autres langages. Mais par exemple, tu vois, il y a des trucs en Haskell, on se pose la question quand même en se disant est-ce que c'était une bonne idée, tu vois? Donc la partie sur le back-end, en fait, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile d'avoir plusieurs gros choix parce que les gens, en fait, ils sont très attachés à leur techno, plus dans le langage qu'ils ont écrit que dans le type de base de données dans lequel ils sont. Voilà. Top, merci. Ça répond à ta question? Top. Ouais, tu peux enchaîner. C'est l'enfer pour reformuler, c'est ça? Non, vas-y, t'inquiète pas. Peut-être je regrette de ne pas t'avoir donné le micro. Tiens. Je vais répéter pour l'enregistrement. Du coup, je disais que dans une organisation comme la vôtre, vous avez plein de tribes différentes avec des scopes fonctionnels distincts. C'est des choses qu'il faut faire articuler techniquement et de façon organisationnelle, de façon opérationnelle. Techniquement, on imagine déjà quelques solutions aujourd'hui, côté par exemple back-end, des microservices qu'on orchestre, ou alors qu'on chorégraphe. Ma question, elle est comment on fait sur les autres produits qui sont plutôt front-end? Et opérationnellement, est-ce que du coup, parmi toutes ces tribes, il y a un chef architecte qui va orchestrer, par exemple, tous les gens qui développent côté app, qui développent côté web, etc. Alors, c'est une question. En fait, encore une fois, je peux te répondre dans notre contexte. Dans notre contexte, il se trouve qu'il y a eu un moment de notre vie où en fait, on a racheté beaucoup d'entreprises et on a dû grossir très rapidement en peu de temps. Parce que VP, très clairement, a sous-investi en technologie pendant quelques années. Et en fait, il se trouve que mon arrivée a coïncidé avec un moment où l'entreprise voulait investir beaucoup plus en technologie. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé à faire grossir énormément d'équipes, en fait, et à embaucher beaucoup. Vous étiez combien quand tu es arrivé? Moins de 200, je crois. Okay. Et en fait, à ce moment-là, le pragmatisme voulait que chaque équipe couvre les besoins fonctionnels du métier qu'il servait du mieux possible et avec une coordination entre les équipes qui, il faut le reconnaître, au début était très light, voire inexistante. Donc chaque équipe a un peu fait ses choix en fait. Et ça a permis de faire sauter beaucoup de verrous. Et là où en fait on livrait des choses en 6 mois parce que tout prenait beaucoup de temps, les équipes ont pu livrer beaucoup plus rapidement. Mais l'inverse, le problème, la contrepartie était de manière beaucoup moins coordonnée. Donc il y a certaines choses qui ont été développées qui n'étaient pas les bonnes, qui ne fonctionnaient pas parce qu'elles n'étaient pas bien imbriquées avec les autres et ainsi de suite. Et donc en fait cette couche de gouvernance au-dessus et de coordination, on a dû l'ajouter en fait par la suite en fait. Donc déjà de base le présupposé qui est que tout était bien coordonné à la base, il fonctionne pas. Et même aujourd'hui en fait on a encore beaucoup de travail pour réaligner en fait le fait que techniquement les choses soient bien alignées entre elles.
Ensuite, se pose la question de ok, chaque équipe ship ses microservices et ainsi de suite. Bon, bah, super, dans le principe, chacun est censé pouvoir consommer les microservices des uns et des autres. Tu t'aperçois que c'est pas si simple que ça. Il faut qu'ils se parlent beaucoup. Et sur la partie app, tu n'as pas le choix. Tu es obligé à l'App Store de lui livrer une seule app. Donc à un moment donné, tu es obligé de réunir le travail de tout le monde. Et donc en fait, c'est deux problématiques qui sont vraiment différentes. Dans un cas, en fait, tu as des produits différents qui sont dotés en fait de développeurs pour pouvoir développer sur Android, pour pouvoir développer sur iOS, pour pouvoir développer sur React. Et ces gens-là, bah, ils ont une coordination transverse forte avec des lead tech en fait, qui assurent l'ensemble du périmètre et qui ont une petite équipe core qui va s'occuper en fait, de rassembler le travail de tout le monde et de shipper en fait, ces apps-là. Mais sur la partie back-end, je pourrais te donner quasiment 10 réponses différentes sur comment c'est adressé, parce que dans chaque zone du système d'information, il y a des niveaux de maturité qui sont différents en fait. Donc c'est pas un problème qu'on règle de manière globale. En fait, c'est le travail de Jean-Baptiste de donner des guidelines et de leur dire, voilà, en termes de back-end, on aimerait que vous alliez dans cette direction-là, avoir plus d'API gateway, avoir plus de... Et donc les équipes, progressivement, elles convergent, sachant que notre travail, encore une fois, c'est pas de faire de la tech pour la tech, c'est de faire de la tech pour générer du business. Donc il faut sans arrêt qu'on fasse un bon arbitrage entre faire des opérations en fait, de refonte du SI à certains endroits et continuer à livrer rapidement de la valeur business pour pouvoir faire grandir l'entreprise en fait. Et c'est parfois difficile d'aligner en fait les deux intérêts. D'un point de vue tech, l'intérêt numéro 1 qu'on va aller chercher, c'est accroître notre vélocité pour être capable de livrer plus vite dans le futur en fait. Complément ? Non. Très bien. T'as ta réponse ? Top. Ouais. Si. Julien, il fait 800 one-on-one par semaine. Il commence le matin, le one-on-one dure 5 minutes. Alors, encore une fois, on a des réalités qui sont très différentes. Je peux te demander de reformuler ? Ouais. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre la tech et le business. Et tu as évoqué en fait différents sujets sur comment est-ce qu'on gérait la partie leadership technique, la leadership managériale. Pour répondre à ça, j'ai envie de te dire, on est une grosse structure et la réalité entre la tech et le business, elle est encore une fois très différente en fonction des business et des équipes tech. Il y a des niveaux de maturité qui sont différents. Encore une fois, j'ai fait une petite intro tout à l'heure sur tout dépend à quel point ton business il est tech ou pas en fait. C'est-à-dire à quel point il va considérer que optimiser ses processus métiers de end-to-end, c'est son problème. Et souvent, la plupart des optimisations des processus métiers, elles ne sont même pas techniques en fait. Et en fait, donc, plus tu as un métier qui est super mature là-dessus, plus c'est facile déjà, d'une part. Donc c'est pour ça que vous, quand vous faites grossir vos boîtes, franchement, côté business, prenez des gens, encore une fois, qui ont des bonnes attitudes tech en fait. Enfin, ça fait vraiment une sacrée différence au bout du bout en fait. Parce que ça simplifie de toute façon les relations par la suite parce que tout le monde parle le même langage. Dans un exco d'Amazon, on parle de développement, d'accord ? Dans la plupart des excos de boîtes françaises, on parle de chiffres financiers. Et en fait, ça fait une sacrée différence parce que l'un est la résultante de l'autre. Et si tu t'intéresses plus à la finalité et pas aux moyens, c'est un problème. Donc déjà ça. Donc nous, en fonction des business, et je ne vais pas donner d'exemple pour des raisons évidentes, on a des maturités qui sont différentes. Et donc, pour certaines équipes tech, c'est plus facile que d'autres. Quand ça se passe pas bien et qu'on a en face de nous un business qui est très peu enclin à prendre à bras ouverts
son changement, en fait, c'est-à-dire d'être capable de faire évoluer ses processus métiers, eh ben, on va essayer de sponsoriser le truc de manière importante, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des gens qui sont... alors, de manière générale, notre volonté, c'est que les équipes tech soient intégrées côté équipe métier, pour la raison que j'ai dit précédemment. Donc, on a vraiment envie que dans chaque métier, les gens se sentent plus faire partie du marketing ou de la logistique ou des opérations. Enfin, peu importe, on a plus envie que les gens se sentent faire partie de leur métier que de se faire partie de VP ou même de VP Tech, parce que c'est ça, dans le fond, qui est important. Donc il y a ça. Et si cette proximité, en fait, elle se fait naturellement parce que le leader, côté business, il a une bonne appétence technique et qui va rentrer dans le détail des roadmaps et qui va parler de l'affectation des équipes, en fait, en fonction des priorités métiers et ainsi de suite, c'est génial, en fait. Notre job, il est plus facile. Si ce n'est pas le cas, ben on va l'aider. Et comment on l'aide? Ben on rajoute des couches intermédiaires. Donc on va rajouter ce qu'on appelle des business process owners, en fait, côté métier, en fait, qui sont des gens qui sont rattachés au métier, mais qui sont censés avoir une bonne appétence pour l'optimisation des processus métiers. Et nous, on va avoir dans tous les cas une couche de product owners qui vont essayer d'aller aider le métier, en fait, à définir leurs besoins, à optimiser leur processus métier et ainsi de suite. Donc encore une fois, on a des réalités qui sont très différentes. Toi qui disais que tu te sentais moins business, même si quelque part tu as la culture entrepreneur. C'est pas que je le sens moins. Dis le gars qui a visité tous nos entrepôts déjà, alors qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Hein. C'est pas ça, c'est que je suis pas très bon. C'est pas parce que j'ai... C'est que aussi je suis dans des... Tu vas avoir une appétence et être mauvais, c'est ça que tu veux dire. C'est que... non, mais surtout que je suis dans des business trop tech et pas très... L'argent n'est pas là où on est. Non, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le rôle du produit, en fait. Et ça, je trouve qu'en France, on est des grosses brêles en produits, en général. Et c'est ça qui me choque à chaque fois quand je vais aux US. Et c'est que, tu vois, est-ce qu'il y a une vraie entité produit, vraiment au sens américain du terme? Est-ce que le produit est rattaché à la tech? Est-ce qu'il est rattaché au CTO? Est-ce que tu as un VP of Engineering, un VP Product? Est-ce que les deux sont... Ça, c'est important parce que, notamment quand tu es dans la partie création de start-up et au moment où, de toute façon, ton business, il n'est pas encore là, mais est-ce que tu as la vision? Et quand je parle produit, je ne parle pas un 4 PM qui sortent d'école de commerce qui sont en train de faire de la gestion de projet. Hein. Je veux dire, bon, ok, super. Non, je te parle vraiment vision produit. Et chez Shadow, moi, je me suis pris une claque par un autre mec qui s'appelait Morgan Dollar. Et ce mec, enfin, tu vois, il est passé par Google, il est passé par Amazon, c'était le CPO. Et tu vois, lui, il avait une vision d'où était le produit, une vraie vision. Et quand nous, on avait travaillé ensemble, moi, j'avais donné une vision tech sur Shadow, lui, il avait donné une vision produit, et c'était main dans la main. Et pour moi, il y a ce côté, en fait, central qu'en France, on n'a pas beaucoup. Alors, chez VP, c'est un peu différent parce que tu vends beaucoup de produits et tu es surtout un peu dans l'e-commerce, mais en général, je trouve que c'est très très faible la compétence produit dans les startups françaises. J'ai passé beaucoup de temps à Station F et je trouve que c'est dommage parce que pour moi, il faut vraiment avoir quelqu'un qui est en charge du business, quelqu'un qui est en charge du produit avec la vision et quelqu'un qui est en charge de la tech. Ouais, et en vrai, aujourd'hui, le vrai CPO de VP, c'est Jacques-Antoine Grandjean, hein, c'est notre fondateur. Hein, c'est lui qui a la vision de où il veut amener le produit et ainsi de suite. Nous, on fait que exécuter finalement sa vision. Et je pense que c'est assez sain que ça se passe comme ça, en fait. Tout comme chez Amazon, Jeff Bezos, il est omniprésent et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est ça qui fait vraiment la différence, en fait. Quand tu as des gens qui sont à la tête de l'entreprise et qui vivent leurs produits. À partir du moment où tu commences à trop déléguer ça à des gens et ainsi de suite, enfin, bon, ça dépend des métiers, mais ça reste généralement un signe assez dangereux, quoi. Et en l'occurrence, chez nous, tout le produit, ça m'est rattaché. Et... encore une fois, ça peut fonctionner différemment. Ça fonctionne différemment dans d'autres boîtes. Mais je pense qu'avoir le produit et toutes les équipes de développement le plus proche possible, c'est une bonne idée. Et quand je dis ça m'est rattaché, en vrai, c'est même pas vraiment rattaché. J'ai des managers en dessous de moi qui font la consolidation entre les deux, en fait. Donc en réalité, c'est vraiment eux, dans leur aire géographique, qui vont faire la consolidation entre les deux. Si vous comparez avec d'autres géants de la tech, mon rôle, il n'existe même pas, en fait. C'est-à-dire que le mec de la logistique, il a son propre CTO ou CPO, enfin, et il va gérer, en fait, lui-même avec cette personne-là, en fait, toute la technologie, en fait.
Et je pense que c'est le sens de l'histoire, en fait. C'est vraiment d'avoir le produit le plus proche du business et idéalement d'avoir des leaders business qui incarnent ça et d'avoir des gens côté tech qui l'aident dans l'exécution. Mais si ça se passe différemment, ça crée des situations très difficiles au sein de l'entreprise, en fait. Et je trouve que les formations business, école de commerce principalement en France, ne se posent jamais la question du produit. Et donc ils arrivent, ils ont une approche purement comptable et financière, et c'est cata, quoi. Et il nous reste 5 grosses minutes. Est-ce qu'il y a une, deux questions pour... On ne mange pas. Enfin, on mange pas les gens, quoi. Alors, la next step chez VP. On sort de plusieurs années en fait où on a racheté quasiment tous nos concurrents en Europe, enfin, en tout cas tous les plus gros. On a consolidé ce marché-là en fait, donc on est aujourd'hui le leader européen avec une seule plateforme, ce qui est plutôt agréable en fait. Maintenant, la next step en fait, c'est d'une part les marques avec lesquelles on travaille, avec qui on a été souvent leur première expérience sur Internet. On leur a créé leur identité visuelle, on les a aidés à faire des tonnes de choses. C'est toujours d'être le plus proche possible en fait de ces marques et de continuer à les accompagner dans les next steps. Aujourd'hui, elles souffrent de beaucoup de... Enfin, la crise qu'on est en train de vivre, en fait, elles sont effectivement très impactées. Donc, nous, on réfléchit toujours à comment est-ce qu'on peut les aider le plus possible. Pardon, Gélin. Toi, tu parles aux marques beaucoup, tu parles aux clients beaucoup. Pas assez. Non, mais pas assez, très sincèrement, parce que on sort d'une phase en fait où on a été beaucoup recroquevillé sur nous-mêmes. Sincèrement, des talks comme ça, j'en fais quasiment jamais, parce qu'on avait beaucoup trop de choses à faire chez nous en fait, donc on avait assez peu d'occasion en fait de partager ce qu'on faisait. Et c'est un peu vrai en fait côté business aussi, c'est-à-dire que toute cette phase en fait où on a fait beaucoup d'acquisitions externes et on a pris un parti pris qui était de faire des merges. Qui étaient assez lents en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée finalement quand vous rachetez une boîte de faire des merges comme on les a fait. En tout cas, on les a exécutés avec succès. On n'a pas détruit de valeur, ce qui est, vous savez, plus d'un rachat sur deux, il se solde par une destruction de valeur ou même par une destruction complète de l'actif que vous rachetez. Il se trouve que chez VP, je pense qu'on l'a plutôt bien exécuté, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue tech. On a réussi à faire des merges sans trop détruire de valeur en tout cas, même en créant régulièrement, ce qui est plutôt bon signe. Et donc, en fait, dans cette phase-là, on était très recroquevillés sur nous-mêmes. Donc, pour la suite, effectivement, le sujet se pose de beaucoup plus parler avec les marques, et c'est pour ça que j'allais là-dessus, de savoir comment est-ce qu'on peut les accompagner pour la suite. La Brands Place, qui est en pleine croissance chez nous, qui est l'équivalent d'une marketplace, c'est une croissance à... Je ne pense pas que je puisse communiquer dessus, mais à plusieurs chiffres tous les ans. Donc, on est en train de croître énormément là-dessus. On a énormément de projets sur la seconde main. Pareil, je n'ai pas trop envie d'en dire trop parce que je crois que c'est enregistré, mais on a énormément de projets sur la seconde main. Donc, on se développe là-dessus énormément. Et ensuite, il y a plein de leviers de croissance en fait, sur lesquels on travaille. Donc, maintenant qu'on a consolidé cette plateforme, le but, c'est de l'utiliser le plus possible. En fait. Et c'est une période qui est assez excitante parce qu'on était très, très, encore une fois, repliés sur nous-mêmes. Et là, on va dans une situation où, au contraire, on va s'ouvrir beaucoup. Et c'est assez intéressant comme étape de vie de l'entreprise, en fait. Et à ton niveau, toi, comment tu l'exprimes, la next step ? Moi, mes niveaux sont très techniques. Cette année, j'ai fait un travail important de recenser tout le legacy. Je sais, c'est le truc le moins sexy au monde. Et notamment, alors je l'ai fait un peu en rigolant à coup de parier des bouteilles de champagne avec diverses personnes dans l'organisation, divers SRE, en disant qu'on était capable de le faire dans l'année. Des bouteilles de coca, parce que... Ou des bouteilles de coca pour certains. Globalement, ça marche assez bien. Justement, ce que j'ai dit sur VP Cloud, ils ont une roadmap que je leur ai construite qui est assez agressif, la partie déploiement aussi. Et moi, j'aimerais bien aussi aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est API management et un peu gestion, en laissant les gens faire vraiment leur back-end comme ils veulent, mais avec une façon un peu commune pour l'exposer à tout le monde, et notamment un des trucs qui me ferait plaisir, mais ça je suis pas du tout sûr qu'on soit capable, avoir moins de front-end. Parce qu'en fait, beaucoup d'équipes ont leur propre front-end, puisque tu vois, ils parlent à la compta, il y a un front-end de la compta. Et en fait, moi j'aimerais bien voir quand est-ce qu'on peut un peu faire moins de front-end qui rassemble plus de choses. Voilà, ça c'est au niveau tech. Et il y a quelques techs que j'aimerais bien, sur lesquels j'aimerais bien qu'on joue, notamment autoscaling.
Je veux dire, le gros truc qui nous manque par rapport à un cloud public, c'est de l'autoscaling. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire. Top. Et dans les next steps, évidemment, il y a évidemment tout ce qui est lié à la sustainability. Comment on dit en français? Développement durable. Ouais, cette année, on a shut down quasiment 20% de nos VM sur VMware. Parce que justement, quand tu décommissionnes du legacy, tu te rends compte qu'en fait, il y avait un serveur qui tournait encore parce que c'était une base de données, mais il y avait encore un utilisateur à un endroit. Et en fait, en nettoyant, tu nettoies beaucoup. Et c'est un vrai sujet au niveau de l'IT, mais aussi sur l'ensemble du groupe, de réduire notre consommation énergétique. On a bien conscience qu'en tant que boîte e-commerce, on fait partie du problème, mais bon, enfin, on va essayer de l'atténuer le plus possible, en tout cas. Ok, juste une petite clôture, un truc, un petit conseil aux start-upers, un truc qui vous vient à l'esprit là pour conclure. Un petit conseil pas facile. Start-upers. Soyez profitable, faites beaucoup d'argent. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de problème. Grossissez pas trop vite. Grossir, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, Facebook, c'est une exception, et on voit qu'une exception dans le temps, d'ailleurs, qui se passe pas toujours très bien. Donc, visez pas ça. En fait, ça, Facebook, c'est un accident, en fait. Donc, on dit quand même pas que parfois l'argent c'est l'ennemi du lean, quoi. Tu vois. Non, mais enfin, objectivement, soyez autonome, soyez le plus rapidement possible autonome financièrement. Évitez les modèles où quelqu'un va vous faire croire que vous trouverez votre business model plus tard. Enfin, sincèrement, oui, il y a quelques success stories, mais c'est aussi énormément de crash, en fait, en vrai. Enfin, en vrai, le but, c'est de développer un service, et que ce service, en fait, vous arriviez à avoir une adoption qui trouve son marché et que vous puissiez en vivre, en fait. Et tous les modèles, en fait, qui sont en train d'être coupés, hein, vous voyez en ce moment, en plus, avec les levées de fonds qui sont en train de s'arrêter, non, mais développe, on spécule, on verra plus tard. Je vous le déconseille fortement, en fait. Chez VP, il y a toujours eu, et ça vient des fondateurs, une gestion en bon père de famille de l'entreprise. On a toujours été autonome financièrement. Alors évidemment, pour certains gros rachats, on a demandé aux banques de nous aider, mais je pense que c'est vraiment important, en fait. C'est-à-dire que même dans les choix techniques, au début, en fait, partez pas sur des trucs qui sont au-dessus de vos moyens, quoi. Enfin, en fait, allez-y pragmatiquement, gérez de l'argent. Si vous grossissez et que ça s'accélère, super. Mais moi, perso, et je vais à contre-courant en vous disant ça de plein de gens, faites des choses qui sont rentables le plus rapidement possible, en fait. Ok. Soyez ambitieux techniquement et faites-vous plus confiance. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu l'as constaté, toi? Ouais, je vois beaucoup trop de startups qui disent non, mais c'est trop compliqué pour nous. Ok. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus à votre portée que vous ne le pensez. Ok, top. Je crois qu'il est 4 minutes en retard. On va se le tolérer. Donc, conclusion, soyez ambitieux et faites du fric. Voilà. Non, mais le meilleur moyen de ne pas avoir de problème d'argent, c'est déjà d'en gagner beaucoup et ensuite de ne pas en dépenser beaucoup. Voilà, l'équation, elle est assez simple, en fait. C'est-à-dire que... C'est très dans l'air du temps. Ouais, mais non. Pas tant que ça. Là, il y a un petit retour Je pense que ce qu'on est en train de voir avec les différentes annonces, c'est qu'en vrai, downscale, ça fait partie de la vie des boîtes. Hein. Nous, on a eu à le faire, mais on n'a jamais fait une annonce où on a viré 10% de notre effectif, en fait. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand on rachète beaucoup d'entreprises et qu'on converge beaucoup d'équipes, au bout d'un moment, il y a des postes qui se retrouvent en doublon et ça s'anticipe, en fait. Donc, on peut anticiper, en fait, une décroissance et le faire de manière, en fait, juste en jouant sur votre turnover, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est quand même un aveu d'échec, en fait, à un moment donné, de se dire on doit brusquement, en fait, se séparer d'une partie de l'effectif, alors que dans la tech, c'est des choses qui se gère plutôt bien, en fait. C'est juste qu'il faut l'anticiper et il faut être réaliste. Il y a des moments où il faut grossir et à ce moment-là, on embauche des gens et on le fait correctement. Il y a des moments où il y a des baisses d'activité, où il y a des contextes marchés qui font que l'activité elle va baisser et il faut être capable aussi de gérer ça correctement, en fait. Et là, je pense que ce qui est en train de se passer dans la tech, ça va rester dans les esprits et je pense pas que ce soit une très bonne chose, en fait. La manière dont c'est fait, surtout aux États-Unis, en fait. Ok, top. Merci infiniment à tous les deux d'avoir pris ce temps avec nous.
Merci d'être venu.